constat que je fais à travers les années, c'est lorsqu'on regarde des portefeuilles pour certains individus, c'est souvent les gens sont sous-pondérés dans le secteur de la technologie. Puis depuis 10 ans, ça a eu un impact vraiment négatif sur le rendement de leur portefeuille. Puis pourquoi les gens, des fois, hésitent à investir en technologie? Il y a différents points qu'on peut mentionner, mais le premier, c'est que quand on parle de technologie, on parle de ce qui est à la frontière, on parle de l'innovation, puis souvent les scénarios possibles sont très variés. Puis l'intuition humaine, souvent pour se protéger, c'est peut-être d'anticiper quoi? Pas le meilleur d'une technologie. La majorité des gens vont anticiper le pire, puis du moins, c'est ce qu'on voit souvent dans les médias. Donc, je donne un exemple qui me vient à l'esprit, mais si on recule à l'imprimante, qui était une avancée technologique phénoménale, je me rappelle dans un livre, je voyais des récits qui disaient qu'à l'époque, on s'inquiétait de ça allait affecter la mémoire des gens, ça allait faire la propagation d'idées néfastes à grande échelle. Puis si on lit l'histoire, puis on voit le combat qu'il y a eu entre les catholiques et les protestants, ben, entre autres, l'imprimerie, le mot imprimé a un impact significatif. Puis souvent, on oublie les points positifs, mais ça reste que je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui que le mot imprimé, honnête, c'est un effet positif. Et c'est la même chose encore avec la technologie jusqu'à aujourd'hui. On peut parler de l'intelligence artificielle. Beaucoup de gens s'inquiètent. C'est certain qu'il y a du négatif, mais c'est certain aussi qu'il y a du positif. Mais ça amène des fois les gens à être un peu hésitants d'aller dans la nouveauté, dans l'inconnu de ce que les nouvelles technologies peuvent apporter. Aussi, des fois, on peut dire, bien, on voit des fondateurs de compagnies, puis eux, c'est des visionnaires, puis on dit, ben là, ils sont en train de s'emballer, c'est démesuré. Puis surtout, ce qui empêche des fois les investisseurs ou les professionnels d'investir, c'est qu'ils disent, ben voyons, c'est une belle technologie, c'est intéressant, mais c'est une bulle, c'est démesuré, l'évaluation n'est pas raisonnable. Puis, des fois, c'est vrai, mais bien souvent aussi, c'est pas le cas. Puis si on avait simplement un peu plus de vision, ben on aurait pu justement investir dans ce secteur-là puis en bénéficier. Puis évidemment, quand on parle de nouvelles technologies, puis je vais parler du phénomène de l'océan bleu, c'est là que c'est difficile vraiment de comprendre c'est quoi la technologie, qu'est-ce qu'elle va apporter, puis c'est quoi le potentiel du marché total adressable. Donc, je reviens dans le passé, mais l'océan bleu, cette théorie-là de l'investissement, c'est lorsqu'une entreprise se crée un nouveau marché à elle-même, est toute seule à l'accaparer, puis elle va accélérer justement pour prendre sa position forte dans ce marché-là avant que la compétition essaie de l'imiter. Donc, un exemple qui vient à l'esprit, c'est Google. Les engins de recherche, il y avait plusieurs joueurs, mais eux, leur technologie, leur méthodologie de recherche, c'était les seuls. Ils ont le marché à eux, puis souvent les gens, ils ne comprenaient pas pourquoi ils devraient investir dans Google. Peu de gens savaient que ce secteur d'activité-là allait être de plus de 100 milliards de dollars par année, donc on sous-estimait le marché total adressable. Puis il y a plein d'autres exemples. Un dernier qui me vient à l'esprit, c'est Amazon, lorsqu'ils ont lancé AWS, leur info-nuage. Bien là encore, ils ont peut-être eu un 6 ans d'océan bleu avec aucune compétition devant eux, mais peu de gens réalisaient à l'époque à quel point que le cloud allait faire partie de la réalité économique aujourd'hui. Puis, faut pas oublier que pourquoi, entre autres, on doit avoir de la technologie dans notre portefeuille, c'est en fait que c'est le pilier, justement, d'une économie puis d'une société. On recule dans le passé, puis écoute, on aurait pu faire un exposé juste sur ce sujet-là, mais à travers toutes les années, on a progressé dans les derniers siècles grâce à des initiatives technologiques. Et souvent, la technologie s'assoit sur sa précédente, puis a un effet justement d'une croissance exponentielle. Donc, si on n'investissait pas il y a 10 ans en technologie, on devrait investir davantage parce que le monde va devenir davantage technologique. La technique prend la place. Puis, tantôt, je parlais du passé, puis souvent, les gens, quand je regarde leur portefeuille, soit ils ont des titres technologiques très connus, puis ils ont été hésitants à les ajouter dans leur portefeuille. Puis ça, la conséquence, ça le fait, c'est que si je donne un comparatif, si on regarde la bourse canadienne, qui est très peu technologique, je l'ai pris comme référent. En 2001, il y a le premier de mémoire, c'est le premier FNB qui a été créé pour suivre justement l'indice de la bourse de Toronto. Ben, on voit de 2001, si on avait investi en 2001, au moment de la création de ce produit-là, 10 000 $, ben aujourd'hui, dans la bourse de Toronto, on aurait un peu plus que triplé notre argent.
Mais durant la même période, si on avait regardé l'indice du Nasdaq, qui est fortement biaisé vers la technologie, bien, on aurait multiplié notre argent par plus de 7. Donc, les gens qui ont été sous-exposés à la technologie ont été vraiment impactés en termes de rendement dans les dernières années. Le but, c'est pas juste d'avoir de la technologie, mais ça devrait faire partie quand même de votre portefeuille. Puis, pourquoi que les gens hésitent d'investir? On a parlé quelques points, mais on va en regarder un spécifiquement. Puis c'est là que des fois, je pense que c'est le plus gros frein, c'est en termes de vision, puis en termes d'évaluation. Donc, vous vous rappelez peut-être quand Meta, quand Facebook, à l'époque, est rentré en bourse, tout le monde voulait mettre la main sur l'action. En anglais, on dit que l'émission était oversubscribed, il y avait trop de demandes. Finalement, le titre, il a fléchi dans la même année. Là, tout d'un coup, personne n'en voulait. Et dans cette période-là, si on regardait la société Meta, bien, elle avait un chiffre d'affaires d'en bas de 8 milliards par année. Puis principalement, quelqu'un qui s'intéressait à l'entreprise puis essayait de faire une évaluation, il regardait cette compagnie-là qui se transigeait à peu près à 33 fois son bailleul, bénéfice avant impôts, amortissement, etc. La majorité des gens disaient, écoute, il y avait de la misère à voir où que ça pouvait aller, Facebook. Les gens, après, quand il y a eu l'acquisition de WhatsApp et Instagram, il y avait de la misère à comprendre la vision de Mark Zuckerberg, puis l'évaluation était déraisonnable. Donc, peu de gens avaient pris de positions significatives en 2013. Mais qui aurait deviné que la compagnie allait passer de 8 milliards de chiffre d'affaires en 2018, 5 ans plus tard, à 55 milliards de chiffre d'affaires. Puis passer d'un bénéfice par action d'environ 7 $. Donc, dans le fond, si j'avais acheté Facebook en 2013, ben, je l'achetais à peu près à 4 fois son bénéfice net dans 5 ans. Donc, ça a été une super belle occasion. Puis aujourd'hui, la compagnie n'est pas à 55 milliards de chiffre d'affaires, elle est environ à 125 milliards de chiffre d'affaires. Donc, des fois, on regarde avec une loupe, une évaluation d'une entreprise d'aujourd'hui, mais quand on parle de technologie, des fois, on sous-estime c'est quoi le marché total adressable, puis aussi on oublie ça va être quoi la rentabilité. Quand on regarde les entreprises aujourd'hui de technologie, certains ont des marges de profit brut de 75 %. Ben avec cette croissance-là, on va pouvoir dégager un profit qui est quand même à long terme, qui est intéressant. Puis c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on regarde sur le long terme, là, sur une période de plus de 10 ans, ce qui va influencer le prix d'une action, c'est la croissance des ventes. C'est le facteur qu'il faut surveiller. Puis finalement, la rentabilité. C'est vraiment ces deux facteurs-là qui font toute la différence. Et c'est là qu'il faut passer d'être analyste à un mindset d'entrepreneur, d'homme ou de femme d'affaires, parce que c'est impossible de pouvoir prédire ce qui va se passer dans 10 ans. Par contre, il faut comprendre où le commerce se dirige, puis il faut avoir quand même une confiance en termes de probabilité de se dire, ben, je pense que cette entreprise-là fait des marges vraiment élevées. Elle a vraiment une avance dans un nouveau marché qu'elle est en train de développer. Puis éventuellement, je pense que ça peut récompenser les investisseurs. Puis ça, dans une certaine mesure dans votre portefeuille, raisonnable selon votre profil de risque, ça a sa place. C'est juste que souvent, cette portion-là dans les portefeuilles des gens est soit complètement ignorée ou elle a une infime place, ce qui fait que ça a un impact sur le rendement à long terme. Puis en particulier sur les entreprises technologiques de demain. Donc, si on regarde aujourd'hui le S&P 500, évidemment, on pourrait parler là, des magnifiques 7. Il y a une poignée de sociétés qui ont vraiment un poids significatif dans l'indice. On peut penser à Apple, on peut penser à Microsoft, puis il n'y a rien de mal à investir dans ces entreprises-là. Mais il y a des compagnies technologiques de moyenne taille. Ici, on voit le Russell 2000. Évidemment, on fait référence à un indice de sociétés de moyenne taille, puis ça inclut tous les secteurs d'activité. Mais l'écart entre les sociétés de moyenne taille et les grandes capitalisations l'écart est vraiment large, puis c'est du jamais vu depuis une longue période. Et là-dedans, il y a des sociétés intéressantes. Donc, quand on rencontre les gens, puis on parle de compagnies de moyenne taille technologique qui sont en train de bien bâtir leur chemin, puis qui ont des marchés qui sont potentiellement intéressants dans l'avenir, bien c'est rare qu'on va rencontrer des gens qui vont nous parler de Datadog, Snowflake, ServiceNow, MongoDB, Trade Desk, je pourrais en nommer plein, puis je les recommande pas tous, puis je dis pas non plus de mettre un poids significatif dans celle-ci, mais la question, puis la réflexion que je voulais proposer aujourd'hui, c'est de rappeler aux gens, c'est quoi votre pondération dans le secteur de la technologie, puis êtes-vous positionné pour capturer des parts de marché dans les secteurs d'activité de demain avec les sociétés qui sont gagnantes aujourd'hui? Bien, je pense que ça mérite de se poser la question. Je vous remercie.